Bonjour Monsieur Gobert. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à nos questions. Pas de problème. On voulait savoir d'où viennent les nombres imaginaires. Alors, d'où viennent les nombres imaginaires? C'est une question assez récurrente. Je vous propose d'y répondre en cernant un peu mieux le problème et en répondant d'abord à la question d'où viennent les nombres. Et on verra en fait que naturellement, les nombres imaginaires font partie des nombres qu'on utilise. La première chose à dire, c'est qu'il faut bien comprendre, pour que vous puissiez suivre avec moi ce que je vais vous raconter, c'est que les nombres ne sont que des outils de la pensée. Ce sont des objets abstraits qui n'existent pas dans la nature. Vous n'avez jamais vu le nombre 1, trouvez-le-moi, vous l'avez jamais vu. Pourtant, on en est très familier, c'est pour ça qu'ils ont l'air d'être naturels, plus que d'autres, effectivement. Alors il y a une chose qui est assez trompeuse dans les nombres, c'est la façon dont on les a appelés. Et ça peut engendrer beaucoup de confusion. On a nommé nombres naturels, réels, rationnels, irrationnels, transcendants, etc. Les nombres complexes, imaginaires. Il faut essayer de se détacher de ça parce que ces nombres-là, c'est uniquement un héritage historique. Et pour vous donner un exemple, au XVe siècle, les nombres négatifs étaient appelés les nombres absurdes, numeri absurdi. C'est bien pour frimer le latin. Descartes appelait les racines négatives des équations, il les appelait les racines fausses, par opposition aux racines positives qui étaient les racines vraies. Et donc si parfois on a quelques réticences à utiliser le nombre complexe ou imaginaire, c'est aussi parce qu'on les a appelés complexes ou imaginaires. Ce que je vous propose, c'est de vous raconter une histoire des nombres, comme elle aurait pu se dérouler, comment on a construit tous les nombres, en partant des plus simples aux plus compliqués. Alors ce ne sera pas toujours comment ça s'est passé vraiment, mais je pense que ça pourra vous aider à voir que finalement les nombres complexes sont parfaitement naturels. Mais ils viennent d'où les premiers nombres? Alors il y a 6000 ans, on avait déjà la conscience de 1, 2, et puis ça s'arrêtait là. Après c'était beaucoup. Avec les mots d'aujourd'hui, on dirait qu'on avait un demi-groupe, c'est-à-dire un ensemble petit, 1, 2, beaucoup. Dans mon sac, j'ai 1, 2, beaucoup, et je sais les additionner. C'est ça qui est important, c'est ce qu'on appelle une loi interne. 1 plus 1, ça fait 2, et puis après, il n'y a pas d'autre possibilité. 1 plus 2, c'est beaucoup, 2 plus 2, c'est beaucoup, etc. Beaucoup plus beaucoup, c'est beaucoup. C'est assez rudimentaire, et on comprend bien il faut aller un peu plus loin. Pour l'anecdote, en français, très, ça vient de la racine de beaucoup en latin, et c'est rapproché de 3. Donc on a encore la trace aujourd'hui du fait que 3, c'est beaucoup. Mais comment on fait si on veut que c'est un nombre supérieur à 2? Eh bien, on est très très embêté. Imagine l'angoisse dans laquelle tu serais plongé si moi, chef de tribu, je te demande de me ramener beaucoup de pommes, mais exactement beaucoup. Donc rapidement, on a inventé, on a créé, on a découvert de nouveaux nombres, les successeurs, 3, 4, 5, et on les a même représentés graphiquement. Les Sumériens, par exemple, utilisaient un croissant de lune pour représenter le 1. Donc on commençait à construire vraiment les nombres, et avec les mots d'aujourd'hui, on dirait qu'on a un demi-groupe infini. 1, 2, 3, muni de la loi plus. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, naturellement, cet ensemble, il est muni d'une deuxième loi. Parce qu'en fait, quand je fais 2 plus 2 plus 2, vous savez bien qu'en fait, je fais 3 fois 2. Il y a une deuxième loi sur cet ensemble, naturellement, c'est la loi multiplicative. Ça veut dire que maintenant, j'ai un ensemble équipé de 2 lois. J'ai 2 outils pour manipuler les nombres, le plus et le multiplié. D'ailleurs, à ce propos, vous aurez remarqué que pour la loi multipliée, il existe un nombre un peu particulier. Le nombre 1, quand je multiplie quelque chose par 1, ça ne change pas mon nombre. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de me poser une question? Bah si, pour l'addition, il n'y a pas un élément dans le même genre. Eh ben non. Allez, merci, au revoir. Donc ce nombre qui manque, pas de suspense, on va le créer, on va l'inventer, on va le découvrir, c'est comme on veut, mais ça a pris 5000 ans quand même. 5000 ans pour aboutir au zéro, et pour avoir enfin un ensemble, qu'on va baptiser maintenant l'ensemble des entiers naturels, avec 2 lois, plus et multiplié, dans lequel on peut faire beaucoup de choses pour guider la pensée au niveau des calculs, c'est extrêmement pratique, et puis tout est bien rangé, il y a un élément neutre pour l'addition, l'élément qui est tel que si je l'ajoute à un autre, ça ne change rien, un élément neutre pour la multiplication, tout est très bien, on a un outil performant pour le calcul. Mais on faisait déjà des soustractions? Ben oui, on faisait des soustractions, et donc sans le dire, on manipulait des nombres qui n'existaient pas encore. Donc forcément, il a fallu construire ces nombres, les accepter, les inventer comme on veut.
pour vous, les nombres négatifs, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était une torture mentale d'envisager ces nombres. Carnot, un contemporain du XVIIIe siècle, donc hier, expliquait que pour considérer une quantité négative isolée, il faudrait retrancher un nombre à zéro. Et pour lui, ça, c'était impossible. Comme pour un collégien, divisé par zéro, c'est impossible. Donc ça n'a pas été facile, mais on se retrouve finalement avec un ensemble que vous connaissez bien, l'ensemble des entiers relatifs. On a un plus à multiplier dessus, et puis on a les nombres négatifs. Et du point de vue de la structure, ce qui est notable, c'est que maintenant, tout nombre possède un inverse pour la loi additive. Un inverse, c'est quoi? C'est le nombre plus son inverse donne l'élément neutre, donne 0. 4 moins 4, ça fait 0. D'où probablement la question des esprits curieux que vous êtes. Mais la multiplication, elle n'a pas d'inverse? Eh bien non, mais comme tu l'évoques, finalement, oui, la multiplication, on peut construire des inverses pour la multiplication, puisque tu viens de les envisager en posant ta question. Maintenant, c'est la routine. On a envisagé un nouveau nombre, ben, on le baptise et on le rajoute à notre ensemble de nombres. Donc, par exemple, 3 n'a pas d'inverse pour la multiplication. On le crée, on l'envisage, on l'appelle un tiers et on le met dans notre sac de nombres. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Là, il faut être un peu prudent. Si je veux que mes lois, si je veux être encore capable de calculer comme je le faisais auparavant, eh ben, je dois être capable de faire un tiers, par exemple, plus un tiers. Ben, ça veut dire que je suis obligé de créer un nouveau nombre qui s'appellera, intelligemment, on va l'appeler 2 tiers. Et ainsi de suite. Quand je rajoute un tiers, en fait, je rajoute implicitement une infinité de nombres que je suis obligé de baptiser, 5 tiers, 7 tiers, etc. Donc on pourrait appeler ça le regroupement familial des nombres. Un tiers, il vient avec toute sa famille. Et on fait ça pour tous les nombres auxquels on veut construire des inverses. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on fait le ménage, parce que par exemple on se rend compte que 4 demi, il était déjà dans notre ensemble de nombres. Donc lui, on n'a pas besoin de le rajouter. Donc une fois qu'on a tout nettoyé, on se retrouve avec un joli ensemble de nombres qu'on va appeler un corps de nombres. C'est un ensemble qui est tel que tous les nombres possèdent un inverse pour la loi additive et un inverse pour la loi multiplicative, sauf le 0. Et là, on a vraiment un outil très robuste pour calculer. Bon, bah c'est bien, maintenant on a tout le monde. Nickel, vous prenez vos nombres, vous rentrez chez vous, mais attention, rentrez pas en diagonale. Parce que si vous rentrez en diagonale et que vous vous posez la question de la longueur de vos pas, bah, fatalement, vous allez avoir besoin d'envisager les racines carrées. Puisque un côté de côté 1, sa diagonale, c'est racine de 2. Donc vous l'avez envisagé, vous revenez me voir, et puis ensemble, on construit ce nombre. On le baptise, on lui donne des papiers, racine de 2, on l'accueille chez nous. Et on procède au regroupement familial. On regarde toute la descendance de racine de 2. C'est-à-dire qu'on va prendre racine de 2 et on va effectuer tous les calculs possibles avec lui pour intégrer tous les nouveaux nombres que ça génère. Donc 2 racines de 2, par exemple, hop, on l'intègre à notre ensemble de nombres. 1 plus racine de 2 aussi. Et alors on va faire toutes les combinaisons comme ça, en prenant garde de ne pas répéter des nombres qui existaient déjà, parce que par exemple, racine de 2 fois racine de 2, on l'avait déjà lu, puisque c'est 2. Et ce faisant, ce qu'on va récupérer à la fin, une fois qu'on aura tout nettoyé, c'est ce qu'on appellera aujourd'hui une extension quadratique du corps de nombres rationnels. Et dans cet ensemble de nombres, ce qu'on a, c'est pas si compliqué que ça, c'est tous les nombres qui sont de la forme un nombre rationnel plus un nombre rationnel fois racine de 2. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Sauf que si maintenant tu rentres chez toi en courant, il va falloir revenir me voir pour qu'on construise racine de 3 et qu'on l'intègre à tous les nombres. Et ainsi de suite. Et après, si tu gravis un escalier, il va falloir considérer les racines cubiques. Et ainsi de suite. Donc là, ça devient un peu long et fastidieux, mais en faisant ça, on construit l'ensemble de tous les nombres algébriques, c'est-à-dire les nombres qui sont racines d'une équation à coefficient rationnel. Voilà, ça prend du temps, mais à la fin, on a un outil très complet pour calculer et surtout pour résoudre des équations. Mais si j'attache mon chien à un poteau et que j'observe, il manque quelque chose, non? Oui, un peu d'humanité d'abord, mais oui, il va te manquer quelque chose, puisque si tu essaies de réfléchir à la longueur qu'il parcourt autour de son poteau, et que la longueur de la laisse n'est pas trop tordue, il va te manquer un truc que tout le monde connaît, mais qui est quand même extrêmement compliqué conceptuellement, c'est le nombre pi. Parce que ce nombre-là, en fait, ça a été très dur à prouver, ça a pris plusieurs siècles, mais ce nombre-là n'est pas dans l'ensemble de nombres qu'on a déjà construit. Il n'est pas racine d'une équation à coefficient rationnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on lui donne un nom, pi, on le rajoute,
Et puis on récupère tous ses descendants, de pi, 3pi, pi carré, racine de pi, tout ça. Bon, maintenant c'est la routine. Ça nous donne un ensemble qui est encore plus gros. Et alors le truc, c'est que cet ensemble est toujours trop petit. Toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser, en général, n'auront pas de réponse dans l'ensemble qu'on a construit. Et donc, on va rajouter ce qu'on appelle tous les nombres transcendants. Pi, l'exponentielle, plein de logarithmes. Donc tous ces nombres-là, quand on va les rajouter, qu'on va faire toutes les opérations pour vérifier que le plus et le multiplié restent stables dans mon ensemble, ce qu'on va récupérer, c'est un objet qui vous paraît étrangement simple, mais c'est en fait les nombres réels. Donc ce qui est important, là, l'idée que moi je trouve importante, c'est que cet ensemble de nombres réels qui vous paraît simple, quand on essaie de le construire et qu'on suit son évolution, finalement ça paraît très compliqué. Bon ben voilà, on a construit les nombres réels, on a fini, on sait faire tous les calculs. C'est plié. Eh mais il y a une arnaque là, on ne fait pas des nombres imaginaires. Ah oui. Bon, en fait, l'arnaque, elle se situe quand je vous ai dit que toutes les équations à coefficients dans notre ensemble avaient leur solution. Par exemple, x carré plus 1. Est-ce qu'il y a un nombre parmi ceux qu'on vient de construire qui vérifie ça? Non. Non. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors? On invente un nouveau nombre. Bah voilà, on invente un nouveau nombre, on va l'appeler i. Sa propriété, c'est que i au carré est égal à moins 1. Par conséquent, ça va être très simple, comme pour racine de 2, dont le carré était déjà dans les nombres qu'on avait construits, bah, i au carré c'est moins 1, c'est déjà dans notre ensemble. Donc au final, on se retrouve avec un bel ensemble de nombres, ils sont tous de la forme un nombre plus un nombre fois i, et c'est cet ensemble qu'on va appeler l'ensemble des nombres complexes. Alors c'est même beaucoup plus simple qu'avec racine de 2, parce que quand on avait introduit racine de 2, il avait fallu introduire racine de 3 pour avoir les solutions de x carré égale 3, et ainsi de suite. Alors que là, la simple adjonction du nombre i fait qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle un corps qui est algébriquement clos. Toutes les équations polynomiales à coefficients dans notre ensemble ont leur solution déjà dans l'ensemble. Donc la boucle est bouclée, et là on a quelque chose de finalement très naturel, puisqu'on l'a fait comme ça sur un coin de table. Pas plus imaginaire que 1 ou 2. C'est assez satisfaisant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien, merci de me les avoir posées, c'est intéressant, et j'espère juste vous avoir convaincu que les nombres imaginaires sont pas bien méchants, pas plus méchants que tous les nombres qu'on a l'habitude de manipuler.